Très bien. Donc, la discussion d'aujourd'hui va porter sur l'intelligence artificielle au sein des neurosciences. Alors, ne vous étonnez pas, je vais axer ma présentation et ma discussion principalement sur une base, on va dire, neuroscientifique, bien que l'intelligence artificielle va faire partie de la conférence de manière très importante, mais je la présenterai peut-être davantage comme un outil davantage que je n'en présenterai le fonctionnement précis ou le fonctionnement des algorithmes, puisque dans mes recherches, j'utilise l'intelligence artificielle pour répondre à des hypothèses ou en tout cas pour apporter des éléments supplémentaires d'information que peut-être nous n'aurions pas pu obtenir par d'autres moyens. Voilà, donc j'ai une formation quand même de neuroscientifique à la base et pas d'informaticien ou de personnes qui créent des algorithmes, même si c'est quand même un domaine qui m'intéresse beaucoup et évidemment, vous le savez, c'est un domaine en pleine expansion aujourd'hui, donc il serait dommage de ne pas l'utiliser. Alors très brièvement, cette présentation sera découpée en 3 grandes parties. Une première partie où je ferai une sorte d'introduction générale en quelque sorte sur laquelle j'essaierai de ne pas trop m'étendre, de ne pas trop durer, puisque ce n'est pas l'objet principal qui va nous intéresser, mais c'est histoire surtout que l'on parte tous sur des bases communes de manière à comprendre la suite avec un socle commun. Je parlerai donc du cerveau, de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle que je vais essayer de définir parce que ce n'est pas évident. Ensuite, je présenterai 3 études pour être un petit peu plus concret sur le sujet, sur lesquelles j'ai travaillé et sur lesquelles je travaille encore, et qui traitent de sujets différents, de sujets variés, ce qui vous permettra de constater qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle de plusieurs manières différentes et pour traiter des données qui peuvent varier du tout au tout. Et puis, je terminerai par une conclusion relativement générale. Je conclurai chacune des parties précédentes individuellement, mais à la fin, voilà, je ferai une petite conclusion générale au terme de laquelle nous pourrons échanger, pour ceux qui le souhaitent, par l'intermédiaire du chat, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même si vous avez des questions au cours de la présentation. Vous pouvez les écrire dans la partie chat et j'essaierai d'y répondre à la fin. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la conférence pour les écrire. D'ailleurs, je vous conseille plutôt même de les écrire au fur et à mesure, puisqu'il y a un certain délai entre le temps où vous écrivez quelque chose et le temps où l'information me parvient, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas, on reviendra sur ça à la fin. On est tout bon pour démarrer. Donc, très brièvement, je vais faire un historique des neurosciences parce que c'est important de comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui. On parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence, à la base, c'est quelque chose de plutôt humain. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour le dire. Il y a tout un cheminement qui a eu lieu pour en arriver jusqu'aux outils dont nous disposons aujourd'hui, d'un point de vue informatique et d'un point de vue aussi des connaissances sur le corps humain et sur le cerveau en particulier. Alors, depuis longtemps, l'homme s'intéresse au système nerveux et au cerveau en particulier. On retrouve des écrits dans lesquels le cerveau est décrit dès 1700 avant notre ère dans l'Égypte antique, où malgré tout, le cerveau est considéré comme un organe peu important à cette époque. Et d'ailleurs, il est même évacué du corps lorsque des personnages importants sont embaumés, contrairement à d'autres organes qui sont conservés très précieusement proches du corps ou à l'intérieur du corps. Le cerveau est évacué puisqu'il est considéré comme n'étant pas utile. Dans la Grèce antique, les savants, les philosophes s'intéressent également à cet organe. Et bien sûr, ils ont des difficultés à identifier son utilité. Platon et Hippocrate sont persuadés que le cerveau est le siège des sensations en particulier, donc on se rapproche quand même de la vérité. Mais il est toujours quand même difficile de mesurer précisément ce à quoi il sert. Pour Aristote, par exemple, le rôle du cerveau, c'est de refroidir le corps. C'est un refroidisseur, puisqu'effectivement, de nombreux liquides circulent autour et dans le cerveau. Alors, c'est peut-être Eric qui essaie de m'appeler, non? Je vais quand même regarder sur le téléphone. J'ai reçu un appel, j'ai raccroché automatiquement, mais c'était peut-être Eric. Alors, je vais
je vais le rappeler. Excusez-moi pour cette interruption. Oui, Eric, pardon, oui. Ah, le son est trop faible. D'accord. Ok, alors je vais rajouter un micro. Je vais rajouter un micro. Ça marche? Et tu me rappelles si ça va toujours pas, ok? Ça marche. Merci beaucoup. Ok, ok, très bien. Je change de micro. Merci. Alors, excusez-moi 2 minutes, je reviens. On va faire double oreillette. Ok, ok. Donc, on teste le son, puisqu'a priori, du côté de Facebook, on m'entendait pas trop. Est-ce que là, c'est mieux? J'attends 2 minutes les retours. Bon, de toute façon, ce n'était pas très grave, puisque là, je retrace l'historique. Donc, si vous avez manqué la première partie, en tout cas les premières minutes, ça n'a pas trop d'importance. J'attends un retour d'Eric à propos du son. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Ouais. Donc là, normalement, ça devrait être mieux. J'attends vos retours. Du côté de Zoom, ça a l'air d'aller. Je n'ai pas de retour négatif. OK. C'est mieux du côté de Facebook. Est-ce que vous pouvez me faire un signe du côté du chat, du côté d'Eric? OK, bon, je continue. On va partir du principe que le son est bon et comme il y a un délai effectivement pour que je puisse recevoir vos commentaires, je vais, je ferai des modifications si nécessaire, si vous me dites que c'est nécessaire un petit peu plus tard. Donc, je vois que vous m'écrivez sur Zoom, alors je ne sais pas comment consulter les commentaires en fait. Je ne sais pas. Bon, bref, on va continuer et en même temps que je vous parle, je vais essayer de regarder le chat de Zoom. Alors, je vois le chat de Facebook, mais je ne vois pas le chat de Zoom. Okay. Je pense que c'est pour me dire que tout va bien, a priori. Parfait, voilà, on me dit parfait, le son est bon sur Zoom. Ok. Donc, je pense que sur Facebook, maintenant que j'ai rajouté le nouveau micro, ça va mieux. Très, très bien. Ok, ça y est, le son est bon, parfait. Alors, voilà, donc les philosophes de la Grèce antique ont un peu de mal à définir ce qu'est le cerveau, mais quand même, on se rapproche un petit peu de la vérité et on fait le lien entre le cerveau et le comportement, en tout cas, en tout cas aux sensations. Admettre, donc là, je continue d'admettre des gens sur le Zoom en même temps, parce que je dois valider à chaque fois. Voilà. Donc, après la Grèce antique, en réalité, on ne constate pas, en tout cas, on ne retrouve pas d'avancées majeures concernant le cerveau et les neurosciences. Il faudra attendre la fin du Moyen-Âge, il faudra attendre quasiment 2000 ans, avec André Vézal qui publie un atlas d'anatomie relativement précis décrivant en particulier le cerveau. Donc ça fait quand même un bout de temps à attendre. On se rapproche de plus en plus de notre période actuelle. Un peu avant les années 1800, on fait le lien entre l'activité électrique et l'activité nerveuse. Ça paraît logique aujourd'hui, mais il a fallu quand même s'en rendre compte que, en quelque sorte, les influx nerveux étaient une sorte de courant électrique. En 1848, un premier cas clinique très important dans l'histoire des neurosciences en général, c'est celui de Phineas Gage, qui était un contremaître, il me semble, dans le domaine des voies ferroviaires, et qui, au cours d'un accident, reçoit une barre de métal qui lui traverse le crâne de part en part, et donc, bien sûr, qui lui traverse le cerveau. Et les médecins, très bons à ce moment-là, parviennent à retirer la barre de fer du crâne de cet homme sans le tuer. Alors, bien évidemment, son cerveau a été endommagé et ses proches, sa famille, de même que les équipes médicales, remarquent chez lui une altération du comportement et un changement en quelque sorte de personnalité par rapport à ce qu'ils pouvaient constater, à ce qu'ils avaient pu connaître chez lui avant l'accident. Et donc, on fait le lien entre les parties antérieures du cerveau et des fonctions comportementales
relativement évolué, comme par exemple la personnalité. En 1873, des premières images des réseaux neuronaux très belles sont réalisées par Ramon y Caral, qui, grâce à une nouvelle technique de marquage cellulaire, je crois à l'argent, parvient à sortir des clichés superbes de tissu cérébral. Et donc, on commence à comprendre que le tissu nerveux est constitué de cellules, d'un réseau complexe de cellules qui interagissent les unes avec les autres et qui ont des formes différentes en fonction de leur localisation dans le corps, de leur fonction et de plusieurs paramètres. Alors, on comprend la complexité du tissu cérébral. Ce n'est pas juste un nerf, ce n'est pas juste un fil qui relie à un endroit à un autre. C'est réellement un réseau complexe d'interactions cellulaires et moléculaires. On commence à le comprendre à ce moment-là. Et enfin, on se rapproche un peu plus de notre époque actuelle. En 1906, Alois Alzheimer décrit le premier cas de démence présénile chez sa patiente qui s'appelle Auguste Deter. Et voilà, bien évidemment, aujourd'hui, on parle de maladie d'Alzheimer qui est bien connue. Et je l'introduis ici parce qu'en réalité, je présenterai un travail que j'ai effectué sur la maladie d'Alzheimer, donc on y reviendra. Voilà. Et petit à petit, on va de découverte en découverte. En 1909, Brodmann propose une parcellisation du cerveau, une parcellisation fonctionnelle. Jusqu'à présent, on découpait le cerveau d'un point de vue de sa structure, de son architecture, notamment on décrivait les lobes frontaux, pariétaux, temporaux, etc., qui est un découpage structurel. Ici, effectivement, on constate et on répertorie, surtout on identifie des zones en lien avec des fonctions cognitives, et je reviendrai sur le terme de cognition un petit peu plus tard, des zones précises du cerveau avec des aspects cognitifs. Et en réalité, il ne faut pas oublier, et il faut bien quand même insister sur le fait que effectivement, des zones du cerveau sont spécialisées dans des fonctions cognitives particulières, mais c'est avant tout, le fonctionnement cérébral est avant tout une histoire de réseau et d'aires cérébrales qui communiquent les unes avec les autres. Ce n'est pas parce qu'une aire cérébrale est altérée qu'une fonction va être annihilée totalement, et ce n'est pas parce qu'elle est présente que la fonction va également marcher. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais toujours est-il qu'on utilise encore aujourd'hui cette parcellisation fonctionnelle, même si on a aujourd'hui encore plus de précision du cerveau. Donc voilà. C'est quand même assez récent tout ça. En réalité, même si on s'intéresse au cerveau depuis longtemps, eh bien, les avancées majeures, en quelque sorte, sont assez récentes. Tout cela pour arriver aux techniques dont nous disposons aujourd'hui pour mesurer l'activité cérébrale. Et en réalité, l'une des hypothèses selon laquelle, pour expliquer le fait que le cerveau, pendant longtemps, a été considéré comme un organe inutile, c'est qu'on n'avait tout simplement pas de moyens de mesurer son activité. Contrairement à d'autres organes qui d'ailleurs sont centraux dans la plupart des cultures antiques ou anciennes, comme le cœur par exemple, on peut le sentir fonctionner, on peut le voir fonctionner presque, on peut sentir son fonctionnement changer en fonction de nos émotions, en fonction de l'effort physique que l'on fait. En ce qui concerne le cerveau, si on le regarde, eh bien on voit juste une espèce de masse visqueuse, rosâtre ou grisâtre, si on la découpe, et on n'a aucun témoignage de son fonctionnement. Aujourd'hui, grâce à des techniques innovantes, depuis un peu plus d'un siècle, eh bien, on a accès au fonctionnement du cerveau. Alors, ça a commencé avec des techniques d'électroencéphalographie qui consistaient, et qui consistent toujours, c'est encore beaucoup utilisé, à poser des électrodes sur le crâne d'une personne, et ces électrodes permettent de capter le signal électrique qui témoigne de l'activité neuronale, de l'activité du cerveau. On dispose également d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique, qui permettent d'avoir des clichés magnifiques du cerveau en 3 dimensions. On peut naviguer dans le cerveau de manière extrêmement précise, ce qui permet non seulement de savoir comment il est constitué chez un individu sain ou malade, et puis de remarquer d'éventuelles altérations à des endroits plus ou moins profonds du cerveau. Et on peut également utiliser l'IRM pour voir le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire qu'il existe une variante qui s'appelle l'IRM fonctionnel et qui permet, lorsque l'individu réalise un type de tâche en particulier, par exemple dans l'IRM, de voir les zones cérébrales qui s'activent lorsque la personne réalise
la tâche qu'on lui demande de faire. Une autre technique qui est une variante de celle dont je parlais précédemment, c'est la stéréoélectroencéphalographie qui permet de capter également l'activité électrique du cerveau, mais cette fois non pas par le biais d'électrodes posées à la surface du crâne, mais d'électrodes posées à l'intérieur du cerveau, directement des patients. Alors bien évidemment, on ne peut pas réaliser ce type d'enregistrement chez des sujets sains, on peut le réaliser uniquement chez un type de patient particulier. Et en réalité, j'introduis ici la stéréoélectroencéphalographie parce que j'y reviendrai plus tard, un petit peu comme je l'ai fait avec la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, souvenez-vous un petit peu de ça, même si je reparlerai, je réintroduirai le terme dans pas très longtemps. Alors voilà, je parlais tout à l'heure du terme de cognition. Alors la plupart d'entre vous avaient déjà entendu ce terme et peut-être le connaissent plus ou moins bien, mais c'est vrai que souvent les gens ont du mal à poser une définition sur ce terme. Donc en réalité, la cognition, ce n'est pas très compliqué à définir. C'est la capacité que nous avons de traiter l'information à partir de la perception, à partir de nos connaissances, de notre expérience sur le monde et de nos caractéristiques subjectives, notre personnalité, etc., pour valoriser et interpréter le monde, notre environnement, qu'il soit externe ou interne. Et en réalité, la cognition se découpe en quelque sorte en plusieurs fonctions. On attribue plusieurs fonctions cognitives. J'en cite quelques-unes ici qui sont le langage, la perception, la conscience, l'attention. Et on va s'intéresser à deux fonctions cognitives ici en particulier que sont la mémoire et l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont à l'heure actuelle les deux fonctions cognitives qui peut-être sont le plus à l'interface entre les neurosciences, entre en quelque sorte l'intelligence humaine et l'informatique ou en quelque sorte l'intelligence artificielle. Et je vais décrire ça plus précisément. Si on se concentre sur la mémoire, donc la mémoire, c'est quelque chose d'assez complexe en réalité, et on peut de la même manière la découper, la stratifier selon plusieurs caractéristiques, par exemple sur le type de contenu qui est enregistré en mémoire. On parle de contenu épisodique quand c'est des souvenirs qui ont un contexte, qui sont reliés à un contexte spatio-temporel. J'ai fait telle chose à telle heure, avec telle personne, à tel moment, très précisément. On parle de souvenirs épisodiques, c'est des souvenirs qui sont importants dans la construction de notre personnalité, mais aussi dans la planification des choses que nous envisageons pour l'avenir. Il y a la mémoire sémantique qui concerne nos connaissances globales sur le monde en quelque sorte. Je sais que la capitale de l'Angleterre, c'est Londres. Je ne saurais pas dire quand ni où je l'ai appris, mais je le sais. Et puis, il y a les connaissances procédurales, la mémoire procédurale qui est une mémoire qu'on appelle non déclarative, puisqu'en réalité, il est très difficile de décrire, de parler d'un souvenir procédural. Je sais faire du vélo, je suis probablement, comme vous tous, un expert pour faire du vélo, c'est-à-dire que je vais en faire sans problème, sans tomber dans différents environnements, etc. Par contre, j'aurais beaucoup de mal à décrire comment je fais. Voilà. Et ces souvenirs, cette mémoire, on peut la segmenter en fonction aussi du point de vue temporel. On a la mémoire à court terme, la mémoire à moyen terme, la mémoire à long terme, etc. Et on distingue ces différents types de mémoire, pas pour rien, c'est parce qu'en réalité, elles sont hébergées dans des zones du cerveau qui sont relativement différentes. En ce qui concerne la mémoire déclarative, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, elle est hébergée principalement, ou en tout cas en grande partie, dans les zones temporales internes, c'est-à-dire en particulier dans l'hippocampe. La mémoire procédurale dans le cervelet, dans les zones motrices, dans les zones frontales, ainsi de suite. Donc il y a un découpage quand même, tout ça c'est très précisément constitué et hiérarchisé. Et en réalité, c'est comme cela chez l'homme, mais chez l'ordinateur, on pourrait aussi penser un petit peu de la même manière, puisqu'il existe différents types de mémoire dans l'ordinateur, la mémoire vive, la mémoire morte qui est fixe, des disques durs, etc. Et ces types de mémoire sont structurés aussi d'une manière bien particulière, d'un point de vue temporel et d'un point de vue structurel. Elles ne sont pas stockées dans les mêmes outils. Donc voilà un premier lien qu'on peut faire. Et pareil pour l'apprentissage, qui peut-être est encore un peu plus complexe.
Chez l'être humain, on peut segmenter l'apprentissage en plusieurs catégories. On est capable d'apprendre de plusieurs manières différentes. Par la répétition, c'est ce qui se passe si vous apprenez à jouer d'un instrument, par exemple, du piano. Eh bien, par la répétition, petit à petit, vous allez vous améliorer, vous allez apprendre à vous améliorer pour jouer un morceau ou jouer des morceaux. C'est ce qui se passe aussi par le mimétisme. Dans le cas du sport, par exemple, vous allez être capable de reproduire un geste ou une séquence de gestes simplement parce qu'on vous l'a montré. Alors avec une performance plus ou moins importante, mais associée à d'autres types d'apprentissage, vous allez être capable de développer vos compétences. Il y a aussi, voilà, on peut faire de l'apprentissage parce que ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire qu'en étant confronté à un problème que l'on n'a jamais vu, simplement par le biais des connaissances que l'on a sur le monde, sur la physique, etc., eh bien, on va être capable de résoudre un problème et d'enregistrer la réponse à ce problème pour pouvoir éventuellement y répondre à nouveau plus tard. Donc, c'est quelque chose dont nous sommes capables, mais aussi dont certains animaux sont capables, par exemple les oiseaux. Et donc, pour aller vers un niveau de complexité peut-être encore un peu plus important, on peut parler d'intelligence. Alors, l'intelligence artificielle, puisqu'on essaye de faire le lien un petit peu ici entre l'humain et l'artificiel, c'est compliqué à définir. Et beaucoup de personnes s'y sont essayées. J'ai retenu ici deux définitions qui me paraissent peut-être les plus actuelles et les plus pertinentes, en tout cas dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui et dans le cadre de ma compréhension actuelle aussi de l'intelligence artificielle. La première, c'est celle de McCarthy en 2016 qui nous dit que c'est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes. Très bien. Toujours est-il qu'il existe encore des inconnus dans cette définition. Il faut encore définir ce qu'est machines intelligentes. Et peut-être une définition plus précise, c'est celle de Chollet en 2018, dont je reprendrai d'ailleurs plusieurs illustrations au cours de cette présentation de Chollet, mais je le cite à chaque fois. C'est l'effort d'automatiser des tâches intellectuelles normalement réalisées par les êtres humains. Donc a priori, une machine intelligente, ça serait une machine capable de réaliser des tâches normalement faites par les êtres humains et des tâches intellectuelles. Mais encore faut-il toujours savoir ce qu'est l'intelligence naturelle, l'intelligence humaine. Déjà, on peut dire ce qu'elle n'est pas, plutôt que de coller une définition précisément dessus, ce qui va être très compliqué, puisque de la même manière que pour l'intelligence artificielle, l'intelligence naturelle est assez difficile à définir. Et ici, j'ai essayé d'identifier des points qui nous permettent, encore une fois, de faire l'interface entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une quantité d'informations en mémoire. Ce n'est pas parce qu'on est capable de retenir une quantité immense d'informations que l'on peut être qualifié d'intelligent. Sinon, l'ordinateur le plus inutile du monde pourrait être qualifié d'intelligent juste parce qu'il a des capacités de mémoire de disque dur énormes. Ce n'est pas être capable de réaliser une séquence d'opérations complexe non plus, parce que de la même manière, on peut rentrer dans des algorithmes, des règles relativement complexes, de séquences de règles même relativement complexes. L'ordinateur va être capable de les réaliser sur la base voilà, d'une capacité de calcul assez importante. Pour autant, il va juste ne faire qu'appliquer des règles, même si elles sont complexes, elles ont été programmées avant par un homme. Ce n'est pas elle qui l'a décidé. Et bon, a priori, c'est un troisième point que je mets un petit peu comme ça, c'est un peu anecdotique, ce n'est pas quelque chose dont les animaux disposent plus ou moins. En réalité, on ne peut pas dire, en tout cas, selon moi et selon les définitions auxquelles je m'intéresse, que par exemple une abeille est moins intelligente qu'un être humain. C'est juste qu'elle est extrêmement bien adaptée à son environnement. Son environnement n'est pas celui qui est dominant sur la planète. Mais est-ce que être dominant sur la planète, c'est être plus intelligent? Peut-être pas, et même probablement pas. Donc voilà. On est chacun adapté à notre environnement. Alors par contre, ce qu'elle est, en tout cas a priori, ça serait une capacité à s'adapter. Ça, effectivement, c'est faire preuve d'intelligence, d'être capable de s'adapter en fonction d'un environnement, en fonction d'une situation. Ça ne peut pas être, ou en tout cas très difficilement, prévu à l'avance. C'est quelque chose qui doit venir en quelque sorte d'une sorte d'intelligence. Basé sur des connaissances et des souvenirs, même si ce n'est pas une quantité d'informations en mémoire, il faut une certaine quantité d'informations en mémoire pour savoir que, par exemple, on a déjà été confronté à tel type de problème, on a utilisé tel type de solution pour le résoudre, qui a plus ou moins bien marché. Donc, on va pouvoir utiliser ça pour réaliser à nouveau
en tout cas reprendre une réponse qui sera encore plus adaptée. Et d'ailleurs, être intelligent, c'est faire le choix d'une réponse, d'une décision ou d'une action optimale. Parce qu'effectivement, si on a le choix entre plusieurs solutions, il va falloir choisir celle qui est à la fois la moins coûteuse en énergie, en temps, etc., et la plus performante. Il va falloir trouver un espèce de compromis entre ces différents paramètres, et ça demande une certaine forme d'intelligence. Et ça dépend d'aspects morphologiques. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'organisation, qu'elle soit cérébrale ou dans l'ordinateur, n'est pas faite au hasard. Tout ça, c'est bien structuré, c'est organisé, hiérarchisé d'une manière bien précise. Et si cette organisation, si ces aspects morphologiques de structure n'étaient pas là, eh bien probablement que l'intelligence ne pourrait pas émerger. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus clair sur tout ça, on va pouvoir passer à la suite. Et c'était important de définir en réalité parce que vous allez voir qu'au cours des 3 études que je vais présenter, dans tous les cas, on parle d'une seule chose, d'intelligence artificielle. Mais en réalité, vous allez pouvoir le constater, on va aller graduellement vers un niveau d'intelligence en quelque sorte de plus en plus important. Mais pour autant, on parle toujours du même terme, d'intelligence artificielle, en tout cas pour l'instant. Et quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on peut se poser plusieurs questions, dont une, un ordinateur, une machine, peut-elle nous surprendre? Puisque si elle est intelligente, elle doit être capable de nous surprendre. C'est-à-dire qu'elle doit avoir, en quelque sorte, inventé des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et que peut-être nous-mêmes, nous aurions fait autrement. Et en réalité, la manière de programmer, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était la suivante. On fournissait en entrée à une machine des données et des règles. Et en sortie, on obtenait des réponses. C'est-à-dire que on disait à la machine ce qu'elle devait faire pour traiter des données, et en sortie, on avait nos données traitées. Donc l'avantage, en réalité, c'est qu'on pouvait donner ce travail un petit peu laborieux à la machine, qui peut être une grosse quantité de travail, parce qu'on peut le faire sur une quantité immense de données, et faire tous ces calculs à la main, tout seul, ça nous aurait peut-être pris très très longtemps, même si ce n'est pas compliqué. Mais toujours est-il que là, la machine ne fait pas preuve d'intelligence, elle applique des choses qu'on lui a dit. Et avec l'intelligence artificielle, on va parler, en termes de programmation de machine learning, le paradigme change. On fournit en entrée à la machine des données, et cette fois, non pas des règles, mais des réponses associées à ces données. Et je vais préciser immédiatement ce que j'entends par là. Et en sortie, on obtient des règles. Donc, on fournit des données et des réponses, et on obtient des règles. En réalité, la machine définit ses propres règles pour résoudre un problème. Et là, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous voyagez beaucoup à travers le monde et vous prenez des quantités de photos énormes. Et donc, vous avez des dossiers qui contiennent des milliers d'images de paysages, des milliers d'images de personnes. Et vous vous intéressez en particulier à ces 2 catégories, de paysages et de personnes, et vous aimeriez, sur votre ordinateur, avoir un dossier paysage et avoir un dossier personne sans avoir à trier à la main toutes vos photos. Je prends ici un exemple très simple, mais qui illustre parfaitement en fait, comment tout ça fonctionne. Eh bien, en réalité, ce que vous allez pouvoir faire, c'est demander à un algorithme d'apprendre à reconnaître des paysages et d'apprendre à reconnaître des personnes pour ensuite appliquer cet apprentissage à la tâche qui vous intéresse, c'est-à-dire classer des paysages et des personnes. Et alors, globalement, petite recette de cuisine, comment vous feriez si vous vouliez faire ça? Eh bien, avec un algorithme d'apprentissage automatique qui est déjà conçu et accessible, hein, bien évidemment, ce n'est pas à vous de construire cet algorithme, il y a des ingénieurs très performants qui ont fait ça, qui ont conçu ces algorithmes qui peuvent s'adapter à plein de types de tâches. Mais vous, le type de tâche qui vous intéresse, c'est classer des paysages et des personnes. Eh bien, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, parmi toutes vos photos, imaginons que vous en ayez des millions, vous en avez beaucoup, vous en prenez 1000 photos de paysages que vous labellisez. Vous labellisez photo 1, paysage 1, photo 2, paysage 2, photo 3, paysage 3, et ainsi de suite, jusqu'à photo 1000, paysage 1000. Et vous allez faire pareil avec des visages de personnes. Photo 1, personne 1, photo 2, personne 2, photo 3, personne 3,
photo 1000, personne 1000. Vous avez donc 1000 photos de paysages et 1000 photos de personnes. Et la nature de ces images, c'est-à-dire en réalité ce que j'appelais tout à l'heure la réponse, est incorporée et fournie et collée à l'image elle-même. Okay. Et donc, vous allez donner ces informations à un algorithme d'apprentissage. Vous lui dites, tiens, voilà cette première image, c'est un paysage. Voilà cette deuxième image, c'est un paysage. Voilà cette troisième image, c'est une personne. Voilà cette quatrième image, c'est un paysage. Voilà cette cinquième image, c'est une personne, et ainsi de suite, jusqu'à 2000, puisque vous avez 1000 paysages et 1000 personnes. Et ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va essayer de trouver des caractéristiques dans ces images qui sont spécifiques des personnes d'un côté et qui sont spécifiques des paysages de l'autre. Et en gros, il va simplifier les données au maximum de manière à être capable de les classer dans ces deux catégories sur un nombre de dimensions en réalité qui est très grand. Et une fois qu'il aura fait cet apprentissage, l'algorithme, eh bien, il va être capable de se généraliser à de nouvelles données. C'est-à-dire qu'à partir des 2000 photos que vous lui avez données, 1000 paysages et 1000 personnes, il aura réussi un apprentissage correct, on va dire, et ensuite vous pourrez lui donner vos autres millions de photos. Comme il aura appris à reconnaître les paysages des personnes, eh bien, il sera capable de vous classer les photos dans un dossier paysage ou dans un dossier personne. Donc là, j'ai pris un exemple très simple de paysage de personnes, mais en réalité, on pourrait le décliner dans un grand nombre de versions plus ou moins complexes, avec 2 catégories ou plus de catégories, etc. Alors, bon, là, pour ceux qui n'ont pas les diapos, on n'en a pas pour longtemps, parce que ça va être un peu plus dur à comprendre pour vous, parce qu'en réalité, j'essaie d'illustrer le fonctionnement de ces algorithmes. Mais vous devriez comprendre quand même, et de toute façon, j'en ai pas pour longtemps pour l'expliquer. Là, j'ai changé un petit peu, j'ai en gros représenté des images de paysages et de personnes sur un axe à 2 dimensions pour simplifier la visualisation. Imaginons que ces données puissent être représentées en 2 dimensions, même si en réalité elles pourraient être caractérisées par un nombre de dimensions beaucoup plus important, surtout au sein d'un algorithme. Maintenant, simplifions le schéma encore plus, et au lieu d'avoir des paysages et des visages sur un axe à 2 dimensions, on représente simplement des points qui ont des coordonnées X et Y. Donc là, on est bien en 2 dimensions, pas de problème. Donc, au lieu d'avoir des paysages et des personnes, on a des points blancs et des points noirs. Ce sera ce qu'on appellera nos classes. Tout à l'heure, on avait une classe paysage et une classe personne, mais là, on a une classe point blanc et une classe point noir. Et ces 2 classes ont des caractéristiques d'un point de vue de leurs coordonnées. On le voit d'ailleurs sur le graphe un petit peu pour ceux qui le voient. On a les points blancs d'un côté, je le mime pour ceux qui n'ont pas les diapositives, et les points noirs d'un autre côté du graphe. Et ce que l'on pourrait faire si on était un algorithme pour différencier ces 2 types de points, eh bien, c'est tracer une droite oblique qui sépare d'un point de vue graphique ces 2 clusters, ces 2 regroupements de points. Super, ça marche. Une autre chose que l'on pourrait faire, c'est appliquer une transformation mathématique extrêmement simple à chacun des points de données, de manière à leur faire subir une légère rotation. Et si on fait ça, c'est très clair pour ceux qui ont un graphe, eh bien on voit que les points blancs ont basculé d'un côté, ont basculé du côté négatif des X, alors que les points noirs ont basculé du côté positif des X. Et maintenant, la règle sur laquelle peut se baser l'algorithme pour dire « Ok, ceci est une classe A, un paysage, ou ceci est une classe B, une personne », il peut tout simplement dire si X est supérieur à 0, eh bien, la prédiction que je vais faire, c'est que l'image que tu m'as donnée appartient à la classe noire, la classe des personnes. Et si X, au contraire, est inférieur à 0, eh bien, on a un paysage. Voilà. Donc ça, c'est la manière, on va dire, pour expliquer de manière simple. J'espère que j'ai été compréhensible dans mes explications. Je ne sais pas si ça paraît très clair. Mais en réalité, voilà, ça peut être résumé comme ça. En réalité, l'algorithme fonctionne de manière beaucoup plus complexe et avec un nombre de dimensions qui est beaucoup plus important.
des centaines, des dizaines, des milliers, en fonction des données qu'on lui donne à traiter. Mais en tout cas, on peut le représenter en 2 dimensions comme ça. Donc maintenant, pour entrer directement enfin directement, plus ou moins, puisque je ne sais pas depuis combien de temps j'ai commencé, j'espère que je n'ai pas été trop long, je vais vous parler d'une première étude dans laquelle on a utilisé ce type d'algorithme de classification, justement, que je viens de décrire ici. C'est un algorithme de classification, un algorithme d'apprentissage automatique. C'est une étude qui portait sur la maladie d'Alzheimer et en particulier sur les stades très précoces de la maladie d'Alzheimer. Pour résumer très brièvement ce que c'est, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cortex cérébral, une maladie neurodégénérative qui s'installe de manière insidieuse, on ne s'en rend pas forcément compte au début, même la plupart du temps on ne s'en rend pas compte, et qui s'aggrave progressivement. Et le dernier stade de cette maladie, c'est le stade qu'on appelle démentiel, le plus grave, au cours duquel les patients souffrent d'une perte d'autonomie critique et doivent être en permanence suivis par du personnel médical ou de la famille. En tout cas, ils ne peuvent pas être autonomes. Mais avant ce stade, relativement, enfin même très grave, même des années avant ce stade très grave, on trouve ce qu'on appelle les stades de troubles cognitifs légers. Ce sont des stades au cours desquels les patients sont encore autonomes, mais souffrent d'altérations d'une ou de plusieurs fonctions cognitives. Et la plupart du temps, ça commence par la mémoire. C'est-à-dire que voilà, c'est pourquoi je parle de développement progressif, parce qu'en réalité, des années à l'avance, la maladie s'installe et dégrade petit à petit l'état du patient. Et en réalité, des années avant même les stades de troubles cognitifs légers, qui eux-mêmes précèdent les stades démentiels, on trouve ce qu'on appelle les stades précliniques, au cours desquels le patient ne présente aucun symptôme. Donc en réalité, il ne sait même pas qu'il est en train de développer une maladie d'Alzheimer, mais des marqueurs sont déjà présents et peuvent indiquer une poursuite de la maladie d'Alzheimer. Alors aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ces stades précliniques et on aimerait être capable de les détecter parce que, alors il n'existe pas aujourd'hui de traitement efficace contre la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que savoir 20 ans à l'avance que vous allez développer une maladie d'Alzheimer, ça ne va pas vous permettre de vous soigner. Par contre, ça va vous permettre d'anticiper. Si vous le savez 15 ans, 10 ans ou 20 ans à l'avance, eh bien, ça va permettre d'anticiper d'un point de vue médical, d'un point de vue financier, d'un point de vue familial, etc. et organisationnel. Donc aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ces stades précliniques qui précèdent le stade démentiel de plusieurs années. Et on essaye de détecter les altérations très fines qui sont déjà présentes à ce moment-là. Donc il existe des marqueurs biologiques qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Attention, il ne faut pas parler de maladie d'Alzheimer dès qu'une personne âgée souffre de problèmes de mémoire. Hein, par exemple, on a des fois tendance un petit peu à tout rejeter sur la maladie d'Alzheimer, mais il existe des marqueurs bien précis, des marqueurs physiologiques, des marqueurs biologiques. C'est le cas par exemple des protéines amyloïdes bêta qui sont visibles dans les parties extracellulaires du cerveau et grâce à des techniques d'imagerie en TEP notamment, grâce à des marqueurs radioactifs qui viennent se fixer sur ces plaques amyloïdes. Cependant, c'est un marqueur caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes chez qui on observe des plaques amyloïdes vont développer la maladie d'Alzheimer. Par contre, on se rend compte que toutes les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer eh bien, ont des plaques amyloïdes dans le cerveau. Il y a des enchevêtrements neurofibrillés, une mort neuronale, et en réalité, vous pouvez l'observer sur cette image IRM, pour ceux qui voient les photos. Ce que l'on voit, c'est on compare le volume hippocampique, c'est-à-dire le volume d'une zone du cerveau qui se trouve dans les zones temporales profondes, d'un patient Alzheimer par rapport à un sujet sain, qui n'est pas malade. Eh bien, on se rend compte effectivement que le volume hippocampique est très largement réduit chez le patient Alzheimer par rapport au sujet contrôle. Et dans les stades précliniques, ou dans les stades de troubles cognitifs légers, on peut déjà observer cette altération des hippocampes ou en tout cas des zones péri-hippocampiques, mais bien évidemment à un niveau beaucoup plus faible et beaucoup plus difficile à détecter. Et en réalité, on sait deux choses. On sait, sur la maladie d'Alzheimer et sur les stades précliniques, on sait que
L'hippocampe et les zones temporales internes, en réalité, plus largement, sont des zones touchées très tôt au cours de la maladie d'Alzheimer et dès les stades précliniques, donc des années avant la maladie, même si c'est très difficile à voir, par exemple, sur un IRM. On sait aussi que ces hippocampes sont impliqués dans des fonctions cognitives particulières, dont la mémoire, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi dans ce qu'on appelle les cartes cognitives, c'est-à-dire les cartes mentales. En quelque sorte, ce sont les représentations mentales que nous avons de notre environnement et qui nous permettent de nous déplacer d'un point A à un point B en empruntant des raccourcis, par exemple. Donc d'avoir une image mentale, une carte mentale de l'environnement. Et donc, on fait l'hypothèse que si l'hippocampe est altéré très tôt au cours de la maladie d'Alzheimer, probablement que les cartes mentales des patients qui vont développer la maladie d'Alzheimer dans plusieurs années doivent être déjà altérées. On se pose du coup la nature de ces altérations, et c'était l'objet de l'étude que je vous présente aujourd'hui. On s'est posé la question de ces altérations des cartes mentales dans les stades précoces de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour étudier cela, en réalité, nous avons utilisé une stratégie particulière. Nous sommes partis des stades démentiels de la maladie, donc les stades les plus graves, les derniers stades, et nous sommes remontés dans le temps, par palier de 2 ans, jusqu'à 12 ans avant le début de la maladie. Et alors, comment est-ce que nous avons fait ça? Par l'intermédiaire d'une étude qui s'appelle l'étude 3C, l'étude des 3 cités, qui se déroulait dans 3 villes, Dijon, Montpellier et Bordeaux, il me semble. Et on s'est intéressé aux données des patients de Bordeaux, puisque nous collaborions pour cette étude avec l'ISPED, qui est situé à Bordeaux, et qui nous a fourni les données et qui a travaillé avec nous tout au long de l'étude. Et en réalité, comment ça s'est passé? Eh bien, cette étude, elle s'est passée comme ça. Il y a un grand nombre de personnes âgées qui ont été contactées et qui ont été recrutées pour participer à une étude. Donc les personnes qui étaient volontaires pour participer à cette étude étaient âgées de plus de 60 ans. Et la seule chose qu'on leur demandait, en tout cas la chose qu'on leur demandait, c'était de passer une batterie de tests neuropsychologiques, plusieurs tests, tests du langage, tests de la mémoire, tests de la perception, de l'attention, etc. Et on leur faisait passer ces tests ensuite, après la première fois, tous les 2 ans. Et parmi tous ces sujets qui étaient sains à la base, sans maladie, certains, au bout d'un certain nombre d'années, ont développé une maladie d'Alzheimer. Ce qui a permis de créer 2 groupes de sujets. Un groupe de patients Alzheimer, c'est-à-dire ceux qui ont été suivis et qui ont développé la maladie d'Alzheimer, et un groupe de sujets sains qui ont été suivis également pendant le même temps, par intervalle de 2 ans, qui ont subi exactement les mêmes tests, mais qui n'ont pas développé la maladie d'Alzheimer. Et parmi l'ensemble des tests qui étaient passés par les patients, et par les sujets sains, par tout le monde en fait, par les participants, on s'est intéressé à l'un des tests en particulier qui était une tâche de fluence verbale qui consistait à citer le plus grand nombre de villes en 1 minute. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais en réalité 1 minute c'est long. Et l'hypothèse que l'on a, c'est qu'au début, on utilise des stratégies sémantiques pour citer un grand nombre de villes. C'est pourquoi, si je vous demande de citer le plus grand nombre de villes en 1 minute, vous allez avoir déjà d'entrée un bon nombre de villes qui vont vous venir à l'esprit. Et ce contenu serait le témoignage de votre mémoire sémantique. Donc vous allez citer en gros, en tout cas c'est ce qu'on constate chez ces participants, les grandes villes par exemple, Bordeaux, Tours, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, etc. Et au fur et à mesure que la tâche avance, eh bien, vous allez devoir adopter des stratégies, en tout cas c'est notre hypothèse, de navigation mentale pour visualiser votre environnement et pour naviguer à l'intérieur de manière à trouver plus de villes. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez vous projeter chez vous et circuler autour pour citer des petits villages qui sont situés non loin de votre lieu de résidence, etc. Et donc, si vous faites ça, ça veut dire que vous devez faire appel à vos cartes mentales. Donc, une première analyse qui n'est pas très importante en réalité, je ne sais pas si j'aurais dû la montrer ici. La première chose que l'on peut voir, c'est que
on a deux courbes ici. La courbe en trait plein représente, alors pour ceux qui ont les graphes, pour ceux qui n'ont pas de graphes, c'est pas, je vais l'expliquer. On a une courbe en trait plein qui montre les performances à la tâche d'un point de vue du nombre de citations des sujets contrôle qui n'ont pas développé la maladie, et en pointillé, la performance des patients Alzheimer. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, des 12 ans de suivi, la performance des patients Alzheimer chute, c'est-à-dire qu'ils citent un moins grand nombre de villes, par rapport aux sujets contrôle, chez qui la performance reste stable. C'est-à-dire qu'à moins 12 ans avant la maladie, chez les sujets sains, donc qui n'ont jamais développé la maladie, mais qui sont appariés quand même aux sujets malades, on a une valeur moyenne de quelque chose comme 16 ou 17 citations. Et chez les patients Alzheimer, on a à peu près le même nombre. Par contre, à T0, au moment du diagnostic de la maladie, 12 ans plus tard, le nombre moyen chez les sujets sains n'a quasiment pas changé, on est toujours autour de 15 ou 16, alors que chez les patients Alzheimer, on est plus autour de 6 ou 7. Bon, c'est normal, on s'y attendait. On s'y attendait. Et l'hypothèse, c'est que cette décroissance est principalement dans les stades précoces et liée à une altération des cartes cognitives. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris les résultats pour chacun des patients et nous les avons transformés, donc les citations de ville, en coordonnées géographiques, ce qui nous a permis de tracer une carte de leur trajet mental, en quelque sorte. Et pour ceux qui ont les graphes, c'est toujours pareil, vous voyez, et pour ceux qui n'ont pas, je le décris, vous voyez ici une carte de France. En réalité, on n'a pas pris le fantôme d'une carte de France qu'on a collé quelque part et sur laquelle on a tracé le trajet des personnes qui citaient des villes. C'est le fait de transformer en coordonnées géographiques les noms des villes citées par les gens qui donne cette image de la carte de France. Donc c'est assez rigolo quand même, parce qu'on obtient en réalité leur carte mentale, en quelque sorte. Donc là, vous voyez la carte mentale, en quelque sorte, des sujets sains à T0, c'est-à-dire au moment où leurs patients appariés ont développé la maladie d'Alzheimer. Vous voyez qu'en tout cas, elle est relativement bien fournie et on voit des grosses routes qui se dessinent entre Bordeaux et Paris, entre Bordeaux et Toulouse, entre Toulouse et Marseille, entre Marseille et Lyon. Donc on voit une espèce de grand triangle central et puis on voit qu'à peu près toutes les zones de la France sont explorées. Si on regarde la même carte pour les patients Alzheimer, et là, on se rend compte qu'elle est très largement appauvrie. Et même si on distingue toujours un espèce de triangle central, ce qui correspondrait selon nos hypothèses au contenu sémantique du début de la tâche, eh bien on voit qu'il y a un fort appauvrissement sur les bordures de la carte et également au centre de la carte, en dehors en gros de ces grandes villes qui sont citées beaucoup par tout le monde, par les patients Alzheimer comme par les sujets sains. Et en réalité, on a même là des difficultés à se rendre compte que c'est la France qui est représentée. Maintenant, si on remonte dans le temps, 4 ans avant la maladie, eh bien, on observe à peu près le même phénomène, mais en moins grave. Donc, on a toujours la carte des sujets contrôle en haut qui ne change quasiment pas. Par contre, 4 ans avant la maladie, on se rend compte que déjà, la carte mentale des patients Alzheimer, avant même qu'ils soient diagnostiqués Alzheimer, pour l'instant, ils ne sont pas du tout diagnostiqués. En tout cas, selon les tests qu'ils ont passés, pas tout va bien, mais pas de maladie d'Alzheimer à l'horizon. Eh bien, on voit que la carte est déjà appauvrie. Et si on regarde 12 ans avant le diagnostic de la maladie, là, c'est beaucoup plus difficile à visualiser, mais on se rend compte en réalité, en faisant quelques analyses, que déjà, des différences existent entre la carte des sujets contrôle et la carte des patients Alzheimer, ce qui veut dire que déjà, dès 12 ans avant la maladie, eh bien, les cartes mentales des patients Alzheimer sont déjà altérées selon des caractéristiques particulières. Ce n'est pas n'importe quel endroit qui sont altérés, etc. Mais je ne rentrerai pas dans le détail puisque ce n'est pas l'objectif de ce que je présente aujourd'hui. En tout cas, vous avez compris que tous ces patients suivis pendant 12 ans, qui subissaient un grand nombre de tests neuropsychologiques, ça représente une grande quantité de données. Et donc, cette grande quantité de données, plutôt que de l'analyser nous-mêmes avec des calculs fastidieux, en tant qu'être humain, eh bien, on a pris toutes les données de tous les patients, tous les tests passés, aussi leurs caractéristiques socio-démographiques, âge, sexe, niveau socioculturel, etc. Et on a donné ça à un algorithme d'apprentissage automatique tel que je le décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des données avec des réponses associées à ces données, des labels. Et donc, on a demandé à l'algorithme d'apprendre à partir de toutes ces caractéristiques, y compris les cartes mentales, mais pas que, aussi les tests de mémoire, etc., l'âge, le sexe, de reconnaître ce qui caractérise un patient Alzheimer
par rapport à un sujet contrôle. Et une fois que l'algorithme avait appris à faire ça, un petit peu comme je l'expliquais tout à l'heure avec les paysages et les personnes, on a fait pareil, sauf que là, on n'avait pas des paysages et des personnes, on avait des patients Alzheimer et des sujets sains. Une fois que l'algorithme avait appris à extraire les caractéristiques des patients Alzheimer et des sujets sains, eh bien, on lui a donné le résultat de patients sur lesquels il ne s'était jamais entraîné, donc qu'il n'avait jamais vu, et on lui a demandé de les classer dans une catégorie ou dans l'autre. Et on a fait ça aux différentes périodes de suivi des patients Alzheimer, de 12 ans avant le diagnostic jusqu'à T0, qui est le moment du diagnostic de la maladie. On se rend compte que si on lui donne les informations de tous les sujets, de tous les patients 12 ans avant la maladie, l'algorithme n'arrive pas à faire la différence entre un patient Alzheimer et un sujet sain. On le voit, alors en fait, pour ceux qui ont un graphe, concentrez-vous juste sur la ligne en trait plein. La ligne en pointillé, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le niveau de chance. C'est le niveau qu'aurait l'algorithme s'il répondait au hasard, c'est-à-dire s'il classait les patients, enfin les participants, dans une catégorie ou dans l'autre au hasard. Mais intéressons-nous à la courbe en trait plein. C'est la performance de l'algorithme avec les vraies données. On se rend compte que 10 ans avant le diagnostic de la maladie, pareil, l'algorithme n'arrive pas bien, à partir de ce qu'il a appris, sur toutes les données de tous les participants, sains et malades, il n'arrive pas bien à classifier les sujets, à les classer dans le bon groupe Alzheimer ou sujet contrôle. C'est-à-dire à prédire en quelque sorte, 10 ans à l'avance, si ce sujet va développer la maladie d'Alzheimer ou non. Par contre, on se rend compte que dès 8 ans avant le diagnostic de la maladie, la performance de l'algorithme augmente et augmente au-dessus du niveau de chance, du niveau de hasard, et il a une performance de pas loin de 60%. C'est-à-dire que dans 60% des cas, il trouve la bonne réponse quand on lui demande « Est-ce que ce patient, dans 8 ans, va développer la maladie d'Alzheimer ou non ?» 60% du temps, l'algorithme trouve la bonne réponse. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dans toutes ces données qu'on lui a fournies en entrée qui lui permet de faire cette discrimination. On ne sait pas encore quoi, mais quelque chose permet de le dire. Et plus on avance vers la démence, vers le stade démentiel, et meilleur est l'algorithme. 6 ans avant, sa performance augmente, elle est autour de 65-70%, et à T0, au moment du diagnostic de la maladie, dans 90% des cas quasiment, l'algorithme classe le participant dans la bonne catégorie en disant « Ok, ça c'est un patient Alzheimer, ça c'est un sujet contrôle », sur la base de ce qu'il a appris en tant qu'algorithme d'intelligence artificielle de classification. Et alors bien sûr, ça nous intéresse de savoir si l'algorithme arrive à classer les sujets dans une catégorie ou dans l'autre, parce que ça veut dire que quelque chose permet de le discriminer. On ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne lui a pas dit si les cartes mentales sont altérées, eh bien probablement qu'il a Alzheimer ou quoi. L'algorithme a déterminé ses propres règles pour caractériser les patients Alzheimer des sujets contrôle et on ne les connaît pas, on y a accès dans une certaine mesure, mais pas totalement. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir, ok, son niveau de performance, mais aussi grâce à quelles caractéristiques des participants il a pu obtenir cette performance et il a réussi à classer les sujets dans une catégorie ou dans l'autre. N'hésitez pas à me dire au niveau des chats, etc., si ce que je raconte n'est pas clair. Voilà, parce que peut-être que j'explique mal, donc n'hésitez pas à me le dire, ou alors sinon on y reviendra à la fin pour les questions. Alors, quelles caractéristiques lui permet à cet algorithme de définir si un patient est Alzheimer ou s'il va développer la maladie d'Alzheimer ou non? Eh bien, on peut accéder, en gros, en quelque sorte, à la boîte noire de cet algorithme et en extrayant les poids des valeurs qu'on lui a données en entrée, eh bien, on va être capable de savoir sur quelles caractéristiques s'est basé l'algorithme principalement pour classer les patients dans une catégorie ou dans l'autre. Je vois que j'ai un commentaire quelque part. J'essaie de le lire. Comment ça marche? Chat. Plus peut-être. Ok. Bon, j'arrive pas à lire le commentaire. Désolé la personne qui m'a écrit, mais je regarderai à la fin. Je regarderai à la fin et si c'est une question, j'y répondrai. Et alors, en particulier, 8 ans avant le diagnostic de la maladie, on se rend compte que la caractéristique
qui a utilisé l'algorithme, c'est l'ère du polygone, c'est-à-dire en gros la surface de la carte de France qui a été explorée par le patient au cours de la tâche dont je parlais tout à l'heure. Et c'est très intéressant ce qu'on a là, puisque on voit que la caractéristique la plus importante pour classer les patients Alzheimer dans un groupe ou dans l'autre, c'est bien une mesure qui a été acquise grâce à la quantification de ces cartes cognitives. Si on n'avait pas fait ça, l'algorithme aurait probablement eu plus de mal à classer les sujets. En deuxième position vient le nombre total de citations dans la tâche. En troisième position, son score au MMSE. C'est un test neuropsychologique qui évalue de nombreuses fonctions dans la maladie, qui est très utilisé dans la maladie d'Alzheimer, et ainsi de suite. Et on est capable de remonter comme ça sur toutes les informations qui ont été utilisées par l'algorithme. Voilà. Et en réalité, on a répété des apprentissages, on a regardé ces scores, ces caractéristiques de T-12 jusqu'à T0, etc. On a fait tout un tas d'autres analyses qui ont donné des résultats relativement intéressants. Et voilà, ces algorithmes d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle nous ont été très, très utiles dans ce cas. Mais on peut dire qu'en quelque sorte, ce sont des algorithmes relativement basiques d'intelligence artificielle. C'est une intelligence, moyennement intelligente, si on veut dire. Maintenant, on va voir un deuxième cas d'application du même type d'algorithme pour l'instant. Le même type d'algorithme, mais appliqué à des données différentes, cette fois des données cérébrales. Des données directement cérébrales. Alors, on s'était intéressé dans cette étude au processus de perception visuelle et d'imagerie mentale. En réalité, on sait que ces deux types de processus ont beaucoup en commun. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une image et lorsque vous l'imaginez, les processus cérébraux qui sont en jeu sont très similaires du point de vue des zones cérébrales qui sont activées. Simplement, on fait l'hypothèse que lorsque vous voyez une image, les mécanismes mis en jeu sont des mécanismes qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qui partent des aires cérébrales hiérarchiquement faibles, traitant un niveau d'information relativement brut, vers des aires cérébrales hiérarchiquement plus élevées, traitant un niveau d'information plus complexe, c'est-à-dire mettre un sens sur l'image qui est vue, etc. par exemple. Alors que dans les conditions d'imagerie mentale, lorsque vous imaginez une image, on observe le paradigme inverse, c'est-à-dire que ces images mentales seraient générées dans des parties du cerveau hiérarchiquement relativement élevées, les zones de la mémoire, les zones de l'attention, de la conscience, de la personne, etc. Les zones frontales, les zones temporelles internes. Et cette information descendrait jusqu'à des aires plus primitives, les aires primaires de la vision, pour générer cette image dans la tête. Et donc, c'est pour ça qu'en réalité, les mêmes zones du cerveau interviennent dans les deux types de processus. Par contre, il est évident qu'on sait parfaitement, on est conscient du fait que l'on voit une image ou qu'on l'imagine. On ne confond jamais ces deux processus. Bon, sauf pathologie particulière ou sauf exemple particulier, mais en général, non. Ce sont donc bien des processus qui sont différents, même s'ils partagent beaucoup. Je ne vous montre pas les images du cerveau parce qu'il y en a beaucoup, mais on pourrait le voir, vraiment je pourrais vous le montrer si vous voulez, des zones du cerveau qui s'allument dans les deux cas. Et l'hypothèse, c'est que effectivement les zones du cerveau qui participent à ces deux processus sont les mêmes. En revanche, la dynamique spatiale, la dynamique temporelle, pardon, elle est différente. Elle ne s'activerait pas dans le même ordre. Et pour étudier ces processus de manière extrêmement précise, on a travaillé avec des patients épileptiques. Donc l'épilepsie, pour ceux qui ne connaissent pas, je la définis très brièvement avec Fischer. C'est un trouble cérébral, donc neurologique, caractérisé par des interruptions récurrentes et imprédictibles du fonctionnement normal du cerveau. Et on appelle cela des crises d'épilepsie. Elles peuvent être plus ou moins impressionnantes, plus ou moins locales ou généralisées, et les symptômes peuvent varier d'un patient à l'autre, et même chez un même patient, d'un jour à l'autre, etc. En réalité, il existe des médicaments pour soigner cette maladie ou pour atténuer les crises, mais certains patients soit sont résistants à ces médicaments, soit développent au fur et à mesure du temps une résistance à ces médicaments. Donc la solution pour eux, pour les libérer de leur crise, c'est de procéder à une opération chirurgicale visant à retirer la zone de leur cerveau
qui est à l'origine de l'épilepsie, ou en tout cas qui est impliqué dans le réseau épileptogène. Et en retirant cette zone, eh bien, le patient va être, dans de nombreux cas, libéré de son épilepsie. Et on fait ça uniquement vraiment si c'est un patient qui est très handicapé pour son épilepsie. Si c'est un patient qui fait une crise tous les 10 ans, à la limite, ça ne vaut peut-être pas la peine de faire une opération chirurgicale. Par contre, si c'est un patient qui fait 5 crises par jour ou 10 crises par semaine, etc., eh bien là, il faut absolument le libérer de ces crises parce qu'autrement, il est vraiment trop handicapé. Et donc, cette solution, bien évidemment, elle est choisie en dernier recours. C'est si le patient est vraiment très handicapé, que toutes les autres solutions ont été testées, eh bien, on passe là. Alors, le rapport bénéfice-risque est toujours avantageux pour le patient, hein, évidemment. C'est une opération qui est maintenant bien maîtrisée, donc il n'y a pas de problème. Et pour réaliser cette opération, non seulement il faut localiser la zone qui est malade dans le cerveau, mais également il faut que cette zone soit non fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas impliquée dans des capacités cognitives importantes, comme la mémoire, la motricité, le langage, etc. Puisqu'autrement, en retirant cette zone, on risque d'handicaper le patient plus qu'il ne l'était déjà. Voilà. Donc, en réalité, alors, chez certains patients, on peut localiser les épileptologues, les médecins qui suivent ces patients, peuvent localiser les zones malades dans le cerveau sur la base d'exploration cérébrale non invasive, des EEG de scalp, des électrodes sur la tête, des tests neuropsychologiques, des IRM, etc. Mais parfois, la localisation de la zone malade est vraiment difficile et les médecins hésitent. Donc, dans ce cas, ils vont proposer aux patients l'implantation d'électrodes intracérébrales de manière à pouvoir sonder profondément le cerveau afin de localiser précisément la zone malade. Donc, dans ce cas-là, le patient vient à l'hôpital pour un séjour d'environ 2 semaines et on lui implante une dizaine d'électrodes, pour ceux qui la voient sur la photographie, à l'intérieur du cerveau, dans les zones que l'on suspecte être impliquées dans le réseau épileptogène. Et sur chacune de ces électrodes, eh bien, il y a plusieurs capteurs qui sont disposés permettant de capter l'activité électrique des neurones environnants. Alors en réalité, il existe plusieurs types d'électrodes, des macroélectrodes et des plus petites qui permettent de capter l'activité de signaux neuronaux unitaires, mais je ne rentrerai pas dans ce détail pour l'instant, puisque ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, c'est des technologies vraiment de dernière génération qui sont utilisées chez ces patients. Donc là, vous voyez comment ça se passe d'un point de vue de l'hospitalisation. Donc le patient, effectivement, évidemment, est relié. Alors pour ceux qui ont les photos, je l'explique pour ceux qui n'ont pas les diapos. Le patient est relié par des fils à un dispositif d'enregistrement en permanence, toute la journée, pendant 2 semaines. Donc sa mobilité est largement réduite. Il peut rester dans sa chambre, alité ou sur son fauteuil et aller marcher un peu dans les couloirs, éventuellement aller une fois dehors peut-être, mais voilà, il est quand même relativement peu mobile, d'une part parce qu'il peut faire une crise d'épilepsie à tout moment, et donc il faut que les infirmières soient présentes et pas loin, et qu'il ne soit pas debout ou en situation de danger au cas où ça lui arriverait. Et d'autre part, parce qu'il a un dispositif quand même qui est relativement encombrant, relié à sa tête en permanence. Mais là, le patient ne souffre pas, tout va bien, et on vient le voir régulièrement, les infirmières s'occupent de lui très bien. Alors, ce qu'on vient faire en tant que centre de recherche sur le cerveau, puisqu'on est en collaboration perpétuelle avec le service d'épilepsie, eh bien, on vient voir le patient et on lui fait passer des tâches comportementales et cognitives sur un ordinateur. Pour ceux qui ont la photo, vous voyez que le patient est face à un ordinateur, à un écran d'ordinateur, et cet écran d'ordinateur permet d'envoyer des stimuli, en fait. Et dans l'étude en question, il y avait des stimuli de 2 natures différentes, soit à visualiser, à juste regarder, soit à imaginer. C'était la nature de la tâche.
Et donc le patient, il devait soit juste regarder l'image sans rien faire, sans faire d'effort, surtout ni cognitif, ni quoi que ce soit imaginer l'image. Et la tâche se déroulait de la manière suivante. Un point blanc apparaissait sur l'écran. Au bout d'1 à 2 secondes, ce point devenait bleu ou rouge. J'expliquerai pourquoi. 2 secondes plus tard, le son de l'image du stimulus qui va arriver est prononcé, par exemple voiture. Et 500 millisecondes plus tard, soit si le point était de couleur bleue, l'image apparaît sur l'écran, soit si le point était de couleur rouge, l'image n'apparaît pas et c'est au patient d'imaginer l'image en rapport avec le son qui a été prononcé. Exemple, point blanc sur l'écran, point bleu, le son, voiture, la voiture apparaît. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que on peut extraire l'empreinte cérébrale du patient lorsque le stimulus est apparu. Donc la voiture ou le parapluie ou n'importe quoi. Pour ceux qui ont les images, c'est un petit peu plus clair, mais en gros, sur chacun des canaux d'enregistrement qui est disposé dans le cerveau du patient, eh bien, on a une série temporelle, un signal électrique en gros. Sur chacun de ces canaux, il faut imaginer qu'il y en a une centaine. Et donc, lorsque le stimulus apparaît, eh bien, il va générer un certain type de réaction sur des canaux particuliers, des canaux d'enregistrement. Sur certains, il n'apparaîtra rien, et sur d'autres, il y a quelque chose qui va arriver et qui va être le témoignage que la personne, que le patient a vu telle ou telle image. Exemple numéro 2, point blanc sur l'écran, point rouge, un son, voiture. Et comme le point était rouge, l'image n'apparaît pas et c'est au patient de l'imaginer pendant environ 2 secondes. Et de la même manière qu'on avait une empreinte cérébrale pour l'image qui était perçue, on a une empreinte cérébrale pour l'image qui est imaginée. Ce qui va nous permettre de faire la comparaison entre ces deux empreintes cérébrales d'image imaginée et d'image perçue. Et donc, on répète cette opération un grand nombre de fois, avec plusieurs fois les voitures qui sont présentées, plusieurs fois les voitures qui doivent être imaginées, pareil avec d'autres stimuli, le parapluie, etc. Ce qui fait qu'on a un grand nombre d'empreintes cérébrales pour chacun des stimulus perçus et un grand nombre d'empreintes cérébrales pour les stimuli imaginés. Et ce que l'on va faire, évidemment, comme c'est une quantité de données qui est énorme, une centaine de canaux d'enregistrement sur 2 secondes pour chaque stimulus, fois X stimuli, plus de 200 stimuli, eh bien, ça fait une quantité de données énorme. Et donc, pour savoir s'il existe une différence entre les processus de perception visuelle et les processus d'imagerie mentale, eh bien, on va donner toutes les empreintes cérébrales de perception visuelle et toutes les empreintes d'imagerie mentale à l'algorithme d'apprentissage automatique qui va tenter de classer si on représente encore en 2 dimensions pour simplifier, mais en réalité, il faut imaginer un nombre de dimensions bien plus important, il va tenter de classer les événements, les empreintes, soit dans la catégorie perception visuelle, soit dans la catégorie imagerie mentale. Je donne une empreinte cérébrale, un signal cérébral, et l'algorithme me dit, OK, là, le patient a vu une image ou là, il a imaginé une image. Et en réalité, le niveau de complexité un petit peu plus important par rapport à tout à l'heure, c'est que cette fois, on a un signal qui est temporel. Et donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement de savoir si l'empreinte cérébrale des images imaginées est différente de celle des images perçues, puisqu'en réalité, on le sait. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir à partir de quand les processus de perception visuelle et d'imagerie mentale diffèrent dans le cerveau. Et pour cela, ce que l'on fait, c'est que l'on applique un algorithme d'apprentissage automatique à chaque pas de temps dans le signal. À chaque milliseconde, si vous voulez, par exemple, de signal cérébral. Okay, c'est ce qu'on fait. Et donc, bien sûr, au début, à 0 seconde, c'est-à-dire au moment d'apparition ou de non-apparition du stimulus, l'algorithme n'arrivera pas à classer les 2 types de signaux dans une catégorie ou dans l'autre, puisque 0 seconde, ce n'est pas assez pour le cerveau pour traiter une image, qu'elle soit perçue ou imaginée. Il faut un certain temps, même si l'image est perçue, pour que l'image arrive sur la rétine. Bon, ça c'est très rapide à la vitesse de la lumière, mais pour qu'ensuite elle circule de la rétine jusqu'au
au cortex visuel qui est situé derrière le crâne, puis du cortex visuel vers des zones plus importantes, etc. Enfin, plus importantes, plus élevées hiérarchiquement. Et voilà, c'est pourquoi cette dimension temporelle nous intéresse. Donc, on applique un algorithme d'apprentissage automatique, on va dire à chaque milliseconde, et on va essayer de déterminer à partir de quand l'algorithme arrive à différencier les deux types de signes. Et il nous sort, donc pour chacun des algorithmes qui a été appliqué à chaque milliseconde, pour chaque milliseconde, une performance. Donc, si on regarde la performance au moment du stimulus, qu'il soit perçu ou imaginé, eh bien la performance de l'algorithme est de 50%. Il a classé, parce qu'on lui a demandé de classer, le stimulus dans une catégorie au hasard, perception ou imagination. À 2 millisecondes, pareil, il est toujours au hasard, il n'y arrive pas. Et puis, au fur et à mesure que le temps avance, dès 50 millisecondes, on voit que la performance de l'algorithme s'améliore grandement. Ce qui veut dire que quelque part, dans ces empreintes cérébrales qu'on lui a données, quelque chose lui permet de distinguer le signal cérébral d'une image perçue du signal cérébral d'une image imaginée. Et donc, on a l'information à la fois, enfin, pour l'instant, on a juste une information temporelle. On sait qu'à tel moment, à 50 millisecondes, eh bien, l'algorithme arrive à classer les images. Et bien sûr, sa performance s'améliore au fur et à mesure du temps jusqu'à atteindre un pic autour de 80% de performance, 8 fois sur 10, à environ 300 ou 400 millisecondes. Et puis après, la performance diminue, puisque forcément, le signal cérébral, en quelque sorte, après le stimulus, eh bien, revient à un niveau de base. Et alors, bien sûr, ce qui nous intéresse, alors n'ayez pas peur pour ceux qui voient les images, ce qui nous intéresse, c'est de savoir effectivement si l'algorithme parvient à classer les sujets dans une, enfin les stimuli dans une catégorie ou dans l'autre, et quand est-ce qu'il y arrive. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, comme tout à l'heure, où est-ce qu'il a pris cette information dans le cerveau, sur quel canal d'enregistrement, quel canal lui a permis de savoir si le patient voyait une image ou s'il l'imaginait. Et donc, avec ce genre de carte que je montre un peu brutalement, eh bien, on peut retrouver cette information. Et donc là, je vais traduire cette matrice en quelque sorte colorée en images qui vous paraîtront plus concrètes. On peut retrouver les zones du cerveau qui ont été impliquées dans la performance de l'algorithme pour classer les images en perçues ou imaginées à partir des empreintes cérébrales. 19h24, je vais me dépêcher parce que ça fait déjà, je crois, bon, j'ai commencé un peu en retard. Ça fait 1h10 ou 1h15. De toute façon, on est à la fin de cette étude. Donc voilà. Et ensuite, bon, je ne présente pas ces diapos, mais on a pareil, répété ce type d'opération pour d'autres questions qui nous intéressaient. Et on voit qu'à chaque fois, ces algorithmes d'apprentissage automatique ont une performance relativement bonne et ont pu nous aider dans cette quantité, à traiter cette quantité de signal assez énorme, à nous dire non seulement quand est-ce que les processus de perception visuelle et d'imagerie mentale différaient, mais aussi où est-ce que ce changement de paradigme se produisait dans le cerveau. Alors donc, pour ceux, voilà, s'il y en a un petit peu qui s'intéressent à ces processus de perception et d'imagerie mentale, attention, parce qu'en réalité, on sait, d'ailleurs, et c'est grâce à ces algorithmes, en quelque sorte, qu'on a pu s'en rendre compte, en réalité, il existe un biais dans l'étude qu'on a menée, et c'est pourquoi on n'a pas encore validé ces résultats et qu'il va falloir remener des explorations et refaire des mesures nouvelles, parce qu'en réalité, on soupçonne le fait que l'algorithme arrive à une telle performance si rapidement, des 50 millisecondes, parce qu'en réalité, on ne détecte pas les processus, enfin, on ne détecte pas aussitôt, en tout cas, les processus de perception visuelle et d'imagerie mentale, mais on détecterait en réalité un effet sonore, un effet du son qui arrive avant l'image. Donc, mais voilà, je voulais quand même parler de cette étude et de ces mesures pour illustrer l'utilisation des algorithmes d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle dans ce cadre-là. Parce que c'est intéressant, on l'utilise beaucoup et ça marche bien. Voilà, c'est juste que bon, notre hypothèse, on n'a peut-être pas utilisé forcément directement la bonne technique pour le regarder, mais ça nous donne en tout cas beaucoup d'indices pour la suite. Voilà, donc en tout cas, grâce à tout ça, on a pu traiter des données comme on n'aurait pas pu le faire autrement, puisque ça nous aurait pris une vie pour analyser ces données à la main. Dernière étude dont je vais parler très rapidement et qui diffère un petit peu des deux précédentes par le type d'algorithme qui est utilisé. Parce qu'en réalité, cette fois,
on n'a pas utilisé des algorithmes de machine learning, d'apprentissage automatique, de classifieurs linéaires, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais on a utilisé des algorithmes de deep learning qui sont en quelque sorte un peu plus évolués, plus récents, et surtout qui sont vraiment au cœur de l'intelligence artificielle telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et alors, l'objectif de ces algorithmes, c'est de détecter, on est toujours chez les mêmes patients. Souvenez-vous des patients épileptiques qui ont des électrodes implantées dans le cerveau. On est toujours chez les mêmes patients et ce qui nous intéresse, c'est de détecter cette fois des signaux pathologiques qui seraient le témoignage d'une altération des zones cérébrales qui sont enregistrées. Et donc, on est toujours chez les mêmes patients. Je remontre ici une image pour ceux qui ont les images. On a les électrodes implantées dans le cerveau et on enregistre le signal cérébral du patient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 2 semaines, à une fréquence, pour ceux à qui ça parle, entre 512 Hz et 30 kHz. Ça représente donc une quantité de signal énorme. Pour ceux qui ont les images, voilà, je représente un exemple de tracé. Il faut imaginer des fenêtres comme celle-là. Si on voulait regarder le signal cérébral à la main, en fait, il faudrait passer des fenêtres, des graphiques à la main, en appuyant sur une flèche. Dans ce cas-là, par fenêtre de 600 millisecondes, il faudrait en passer 180 000, regardez 180 000 fenêtres par heure d'enregistrement, sachant qu'il faut multiplier ça, bien sûr, par 24 heures dans un jour, par 7, une semaine, par 2. Ça fait une quantité colossale de données. Et jusqu'à présent, c'est ce que font les épileptologues. Ils regardent le signal à la main et ils tentent d'identifier des signaux pathologiques qui seraient le témoignage d'une zone malade dans le cerveau. C'est un travail très laborieux et très pénible. Et donc, mon travail, c'est, en tout cas sur ce projet-là, c'est de fournir aux épileptologues un outil qui ferait ce travail automatiquement de détection de signaux pathologiques. Ça paraît simple comme ça parce qu'on est en réalité des algorithmes de détection de patterns ou de choses comme ça, c'est assez couramment utilisé et au final ça marche très bien. Sauf que quand on veut l'appliquer à l'épilepsie et au signal cérébral en particulier, ça devient très compliqué parce qu'en réalité le signal cérébral est très bruité. Pour ceux qui voient les images, voilà, c'est bruité en permanence. Si la personne bouge, ça génère du bruit. Si la personne est en train d'imaginer des choses particulières, ça génère des oscillations particulières, si elle est en train de dormir, si elle est éveillée, etc. Et donc, détecter des signaux pathologiques dans tout ce bruit, eh bien, c'est très compliqué et très long. Et donc, c'est très difficile pour un algorithme de réaliser cette tâche. Là, par exemple, je montre une petite oscillation qui dure 20 millisecondes sur des heures et des heures d'enregistrement. Bien sûr, elle va se reproduire plusieurs fois, mais il faut la trouver. Il faut non seulement trouver cette oscillation pathologique dans cette énorme quantité de signal, d'un point de vue temporel et d'un point de vue spatial, mais il faut aussi la distinguer parmi d'autres signaux qui peuvent y ressembler, mais qui ne sont pas pathologiques. Donc ça, un œil expert d'épileptologue ou de chercheur en neurosciences habitué à ce type de signaux, eh bien ça se fait. Mais c'est un travail qui est très difficile de remplacer par un algorithme. L'algorithme va avoir beaucoup de mal à faire cette tâche. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, les algorithmes d'intelligence artificielle, de deep learning interviennent, puisque l'idée, ça va être de mimer, en quelque sorte, le travail, le raisonnement qui est fait, enfin pas forcément le raisonnement, mais en tout cas le travail qui est fait par l'épileptologue ou la personne qui regarde le signal. Et en réalité, voilà, c'est ce qu'on va chercher à faire, c'est reproduire le résultat qui est produit par un être humain, mais du point de vue de la machine, et sans lui donner les caractéristiques qui nous permettent d'évaluer le résultat. Parce qu'en réalité, les caractéristiques, elles sont tellement nombreuses, il y a tellement de choses qui rentrent en compte pour dire que tel signal, que telle partie du signal est pathologique ou non. Ça prend tellement de paramètres en jeu qu'en réalité, on ne pourrait même pas le dire à un algorithme, il y a vraiment trop de choses. Donc, on va juste lui donner des informations et lui demander de lui-même apprendre ce qui fait qu'un signal est pathologique ou ce qui n'est pas pathologique. Et on peut le faire, ça, grâce à des algorithmes de deep learning. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, effectivement, il est déjà 19h30, donc je vais expliquer très rapidement comment ça marche, les algorithmes de deep learning, pour faire la distinction par rapport aux classifieurs linéaires qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, en entrée, alors
on parle de deep learning parce que, en réalité, pas parce qu'ils font un apprentissage plus profond que les autres algorithmes, mais tout simplement parce que d'un point de vue structurel, ils sont situés de plusieurs couches qui sont plus ou moins profondes. Une couche à partir d'une entrée, plusieurs couches vont être générées jusqu'à une dernière couche, une couche de sortie qui est le résultat. Et en réalité, ces couches, elles vont être purifiées. Elles vont avoir pour objectif de purifier les données d'entrée au fur et à mesure du traitement, jusqu'à arriver à une purification en quelque sorte maximale qui permettra, qui sera une espèce de méta-caractéristique de la donnée d'entrée et qui permettra de classifier facilement de classer facilement ici le signal cérébral dans une catégorie pathologique ou non pathologique et sur une grande quantité de signal. Pour expliquer très brièvement comment ça marche, on donne, donc là je fais un petit résumé, mais je vais l'expliquer un petit peu plus précisément. On donne en entrée, admettons X, c'est-à-dire des morceaux de signaux dans le cerveau. Ces signaux vont être purifiés, vont être transformés par l'algorithme dans une première couche, puis repurifiés dans une seconde couche, repurifiés dans une troisième couche, et ainsi de suite. Et ensuite, donc, on va entraîner l'algorithme avec un grand nombre d'exemples, et l'algorithme va essayer de prédire, maintenant sur de nouvelles données, si un signal est pathologique ou s'il est non pathologique, à partir d'un premier apprentissage en quelque sorte qui a été fait un peu au hasard. Voilà. J'étais pas censé passer à ces diapos. Alors, j'ai que cette diapo, normalement, pour ceux qui ont les diapos sous les yeux. J'avais d'autres diapos, je ne sais pas où elles sont passées. Elles sont là, ok. Et en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la prédiction de l'algorithme. En fait, il va le faire lui-même. Il va regarder ses propres prédictions et il va les comparer avec les labels réels. Parce que comme pour tout à l'heure, avec l'histoire des paysages et des personnes, il faut qu'il y ait une phase d'apprentissage. Et cette phase d'apprentissage, elle passe par la comparaison entre des prédictions de l'algorithme et des données réelles. Et en comparant ces deux informations, données prédites et données réelles, eh bien, on va être capable d'estimer une performance de l'algorithme. Par exemple, tu t'es trompé 11 fois sur 20. Donc, ton niveau de performance est un peu au-delà de 50%. Eh bien, ce que va chercher à faire l'algorithme, il va refaire une boucle, il va recommencer son apprentissage en modifiant les poids, c'est-à-dire la force des liens entre les nœuds des différentes couches dans l'algorithme, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, de manière à avoir une meilleure prédiction. Et cette prédiction, il va encore une fois la comparer avec les vraies données, les vraies valeurs des données. On va avoir un niveau de performance qui se sera probablement amélioré puisqu'il aura identifié de meilleures caractéristiques à partir de son apprentissage précédent. Peut-être qu'il aura cette fois un niveau de performance de 60. Et il va encore chercher à s'améliorer. Donc, il va répéter l'opération, c'est-à-dire qu'il y a des liens forts qui se seront créés si les caractéristiques qui ont permis d'obtenir une meilleure performance eh bien, sont enregistrées. Et il va essayer de modifier d'autres paramètres, parmi tous les paramètres, les centaines, les milliers ou les dizaines de milliers de paramètres qu'il va prendre en compte. Il va comme ça tourner en boucle et améliorer son apprentissage jusqu'à atteindre, en tout cas, une performance qu'on espère la meilleure possible. Et dans le cadre de ce dont je parle ici, ça marche plutôt bien. En réalité, ces algorithmes de deep learning arrivent relativement bien à définir si un signal est pathologique ou non. En réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un certain nombre de signaux pathologiques caractéristiques, tels qu'on les connaît, comme exemple, et je les ai donnés à l'algorithme. Je lui ai dit, tiens, ceci c'est un signal pathologique, ceci c'est un signal pathologique, ceci c'est un signal non pathologique, ceci c'est un signal non pathologique, et ainsi de suite. Et donc l'algorithme a élaboré des règles, a extrait des caractéristiques qui lui permettent de catégoriser maintenant des événements comme étant pathologiques ou non pathologiques, et base son apprentissage sur tout un tas de paramètres, et pas uniquement l'intensité du signal dépasse tel seuil, ou sa fréquence dépasse tel seuil, etc. Et voilà, et en découpant le signal en plusieurs fenêtres temporelles, et en plusieurs canaux d'enregistrement, eh bien, on prend une petite partie de signal, et on lui demande de la classer dans une catégorie ou l'autre.
cette petite partie de signal est-elle pathologique ou non pathologique? Et on recommence, ainsi de suite, jusqu'à parcourir tout le signal. Et donc, on lui dit, si à un moment donné, tu as trouvé quelque chose qui ressemblait à un signal pathologique, eh bien juste, retourne-moi l'information de quand tu l'as trouvé et où tu l'as trouvé. Et en faisant ça sur tout le signal, sur par exemple 1 heure de signal, eh bien on se retrouve à la fin avec, en tant qu'utilisateur, un fichier avec, à tel endroit, à tel moment, j'ai un signal pathologique, et ainsi de suite. Et nous, en tant qu'utilisateur, bien sûr, on va vérifier ce qu'a dit l'algorithme, on va regarder où il a eu juste, où il s'est trompé, et on va se servir de ça même pour améliorer ses performances futures, pour les réinjecter dans un nouvel apprentissage, pour lui dire, OK, là tu t'étais trompé, là tu avais raison, etc. Jusqu'à ce qu'il se trompe le moins possible, et bien évidemment qu'il oublie aussi le moins possible de signaux pathologiques dans le cerveau. Puisque c'est bien de reconnaître très spécifiquement des signaux pathologiques dans cette grosse quantité de données, mais il faut aussi qu'ils n'omettent pas des signaux qui seraient pathologiques et qu'il aurait classés comme non pathologiques. Donc ça, on le vérifie à la main dans un premier temps. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, ces algorithmes fassent le travail tout seuls, sans qu'on ait besoin de vérifier, de lui dire là, tu as eu raison, là, tu as eu tort, etc. Bien évidemment, ce n'est pas l'algorithme qui prendra une décision d'un point de vue médical. Et ça sera toujours, aujourd'hui et même demain pendant longtemps, un épileptologue et un médecin qui prendra la décision de telle zone est malade dans le cerveau ou telle zone n'est pas malade, etc. Il faut prendre telle ou telle décision. L'algorithme est juste là en quelque sorte pour aider un petit peu dans la tâche laborieuse qui est de trouver ces signaux pathologiques. Mais bon, pour l'instant, ces travaux ne sont pas encore validés, c'est encore en cours et voilà, ça va devoir continuer encore pendant un petit moment pour que ça soit vraiment bien fonctionnel. Pour l'instant, c'est voilà, encore en phase de recherche et ces algorithmes de deep learning, pour conclure, sont vraiment, donc on l'a vu au cours des plusieurs études que j'ai présentées, ces algorithmes ont été utiles pour extraire des résultats qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement, ou en tout cas très difficilement. Voilà, aujourd'hui, ils deviennent inévitables, et particulièrement les algorithmes de deep learning, dans tous les domaines, ils sont déjà utilisés, et ils seront utilisés demain dans encore plus de domaines et dans une quantité encore plus importante. Aujourd'hui, voilà, ils sont utilisés dans la finance, dans la publicité, dans les réseaux sociaux pour vous conseiller, pour vous envoyer des publicités, dans les moteurs de recherche, dans la technologie en général. Dans le domaine médical, ça arrive. Et encore une fois, je le répète, l'objectif n'est pas que ces algorithmes d'apprentissage automatique ou de deep learning ou n'importe quoi prennent des décisions médicales. C'est juste d'être un support, un outil supplémentaire que peuvent utiliser, s'ils le veulent ou non, les médecins, par exemple, pour les aider dans certaines tâches qui peuvent être compliquées. Là, je parle du domaine médical, mais ça pourrait être appliqué à d'autres domaines. Dans d'autres domaines, c'est peut-être plus facile de leur laisser une certaine autonomie, puisqu'on pourrait, au final, leur laisser une certaine autonomie, et puisqu'ils sont capables de prendre d'identifier des règles et d'apprendre relativement bien tout un tas de choses, on pourrait leur dire de prendre des décisions directement à partir de leurs prédictions. Et c'est ce qui est appliqué dans tout un tas de domaines. Mais dans le médical, bon, pour l'instant, ce n'est pas envisageable. Et on n'y est pas encore. Donc rassurez-vous, ce n'est pas demain qu'un robot va non seulement prendre la décision de vous faire subir tel ou tel type d'opération, ou de vous le faire tout seul en autonomie. Voilà, donc c'est pourquoi je pose la question de... Alors, et là, probablement qu'il y a des gens ici, surtout sur Alderan, beaucoup plus compétents que moi pour répondre à ces questions d'éthique. Faut-il opposer l'utilité à l'éthique? Forcément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser la question de l'éthique du point de vue de l'intelligence artificielle, puisque c'est un domaine qui évolue extrêmement vite. Et aujourd'hui, on a des machines qui sont capables d'apprendre, qui sont capables de mémoriser. Demain, on aura peut-être des machines qui seront capables, à qui on pourra attribuer des fonctions cognitives autres, peut-être supérieures. Et donc, voilà, il faut réfléchir à la fois d'un point de vue éthique à ce que ça va devenir d'un point de vue technologique, mais aussi à l'utilité, à l'utilisation qu'on va en faire. Voilà, c'est des questions éthiques qu'il faut se poser à la fois en tant que citoyen, c'est-à-dire que c'est à tout le monde de se poser ces questions, mais c'est aussi le rôle particulier des philosophes,
et des gens qui travaillent dans ces domaines, qui développent ces outils, qui travaillent avec ces outils, comme les scientifiques en neurosciences ou dans d'autres domaines, etc. Voilà, voilà. Donc, la présentation touche à sa fin. Elle a duré un petit moment, hein. J'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai été bien compréhensible. Merci encore une fois à Eric et à l'Université populaire de philosophie de m'avoir invité pour cette présentation, qui a été décalée, qui à l'origine devait être en janvier, je crois. Bon. Mais en tout cas, on a bien réussi à se réadapter. Merci à ceux qui ont suivi voilà, la présentation. S'il y a des questions ou s'il y a des remarques ou quoi que ce soit, je peux y répondre. Je vois que j'ai reçu des messages sur Zoom, et donc je vais essayer de les consulter. Alors, si vous avez des questions sur le Facebook aussi, n'hésitez pas à me les poser. Je crois que je vois le chat, il me semble. Ah oui, je vois, mais il faut que je descende, je n'avais pas vu. Ouais. Ok. Depuis tout à l'heure, il y a pas mal de messages, je n'avais pas regardé. Enfin, c'est vrai que Eric me l'a dit, il faut descendre. Donc, je remonte un petit peu pour voir s'il y avait des questions. On ne voit pas les diapos, mais non, oui, sur Facebook, c'est normal. Son très faible. Ok, donc là, j'espère que c'était mieux. Toujours le son très faible. Il faudrait parler plus vers le micro. Son trop faible. Moi, j'ai le casque, j'entends mieux. C'est top. Ah, merci. Ok, donc là, apparemment, ça allait mieux une fois que j'ai mis le casque. D'accord. Bon, désolé, je vois je vois les notifications trop en retard. Haut et clair cette fois-ci. Très, très bien. Très, très bien. Ah, de toute façon, j'imagine que Eric m'aurait rappelé hein, si ça n'allait pas. Clair à 90% selon les critères impossibles à déterminer. Un contrôleur aérien, alors ouais, une première question. Un contrôleur aérien pourrait-il être remplacé par un algorithme de deep learning? Alors, pour l'instant, non. Parce que là, alors, c'est pareil que pour la médecine, j'ai envie de dire probablement un petit peu le même raisonnement. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas envisager, je pense, de donner des décisions à prendre à un algorithme d'apprentissage automatique dans le cadre du contrôle aérien. Alors, je ne suis pas moi-même un contrôleur aérien. Effectivement, je travaille beaucoup, puisque je fais ma thèse en codirection avec l'ENAC, avec des contrôleurs aériens et des gens qui sont du domaine. Mais je sais qu'ils sont soumis à des quantités d'informations et de stimuli, stimuli extrêmement importantes. Et en réalité, c'est un travail, tout comme rechercher des événements pathologiques dans le signal, qui est à la fois, pour l'instant, trop complexe pour qu'un algorithme puisse, de deep learning ou quoi que ce soit, puisse avoir des prédictions à la fois assez précises et prenant un assez grand nombre de paramètres en compte pour faire des prédictions quelconques. Donc, pour l'instant, non, ce n'est pas envisageable. Il y a trop de choses à prendre en compte. Et en plus, deuxièmement, une quelconque décision dans le cadre du contrôle aérien peut avoir des répercussions vraiment très importantes, bien évidemment, puisque s'il s'agit de décider de... Alors, s'il s'agit de décider de paramètres très peu importants, pourquoi pas, comme par exemple, je ne sais pas, vraiment des trucs esthétiques sur le tableau de bord ou quoi que ce soit. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, il ne serait pas capable de prendre des décisions telles que modifier la trajectoire de vol ou l'altitude, on n'en parle pas. Mais bien évidemment que c'est des outils qui, dans le cadre du contrôle aérien, sont aujourd'hui beaucoup étudiés. Ouais. Donc non, pour l'instant, ils ne prennent pas encore de décision. Alors après, je ne suis pas totalement au point avec le contrôle aérien à l'heure actuelle. Hein, mais sur la base de ce que j'imagine, voici ce que serait ma réponse. J'espère que c'était clair. Y a-t-il... Alors, je fais Facebook et après, j'essaierai de consulter les messages sur Zoom. Tu vois les messages sur Zoom ou pas? Non? Ah, ok. J'essaierai de consulter les messages sur Zoom. Donc, deuxième question. Alors, je vais déjà tout en bas du chat pour savoir si on dit quelque chose. Ok. Responsabilité, d'accord. Donc, je remonte. Y a-t-il des recherches sur l'automatisation des tâches réalisées? Donc, c'est une question de Claude Châtaignon, pardon. Et la question d'avant, c'était... Je l'ai perdu. Ok. Alors, Claude Châtaignon, voilà. Y a-t-il des recherches en intelligence artificielle sur l'automatisation des tâches réalisées par certains animaux qui ont des aptitudes senso-cognitives sensiblement supérieures à l'homme? Alors, des recherches sur l'automatisation des tâches
réalisés par certains animaux qui ont des aptitudes. Alors, oui, il y a beaucoup d'études sur les animaux et sur leurs capacités cognitives, puisque effectivement, on sait aujourd'hui que des animaux font preuve de, enfin, en tout cas, disposent de capacités cognitives très importantes. Et malheureusement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas assez considéré. On pensait que les animaux étaient bêtes et puis point barre. Aujourd'hui, on se rend compte qu'énormément d'animaux font preuve d'intelligence et de capacités qu'on pourrait très largement comparer aux nôtres, que ce soit du point de vue de la mémoire, de l'apprentissage, mais aussi des sensations, de la perception, de la prise de décision. Et tout comme c'est le cas chez l'homme, eh bien, les algorithmes de deep learning sont utilisés chez l'animal, alors que ce soit pour étudier leurs fonctions cognitives ou d'autres fonctions plus biologiques, par exemple. Et d'ailleurs, bon, on aimerait un jour, par exemple, reproduire les capacités sensorielles du chien, qui sont, d'un point de vue de l'odorat, très supérieures aux nôtres. Par exemple, on utilise les chiens déjà pour détecter des maladies. Sur la base de l'odorat, ils sont capables de détecter certaines maladies. Et d'ailleurs, des recherches sont en cours pour l'épilepsie actuellement. Donc on sait que les chiens sont déjà d'une grande aide chez une personne épileptique quand elle fait une crise. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir en renfort quand la personne commence à faire une crise et même un petit peu avant. Mais ce qui serait intéressant, c'est que, et ce qu'on pense, et ce sur quoi certains chercheurs travaillent, c'est que longtemps à l'avance, le chien pourrait détecter des marqueurs physiologiques de l'épilepsie. Donc oui, c'est très utilisé. Et si on pouvait mimer ce comportement avec des algorithmes de deep learning, ça serait super. Ça éviterait d'avoir un chien à dresser pendant des années et des années pour qu'il soit capable de détecter des micro-changements dans la physiologie des gens, par exemple. Question de Conil Catalan. Les prédictions nous aident à intervenir pour agir et guérir. Mais cela pourrait être au détriment de nos libertés, fichage, et cela signifie qu'on n'imagine pas tout le problème que pourrait se modifier lui-même. En quelque sorte, il y aurait une fatalité. Alors effectivement, la question, c'est vraiment très pertinent, de l'utilisation des données est majeure dans le cadre du deep learning, mais en fait, même avant ce stade-là de deep learning, mais encore plus avec, en réalité, vous avez raison, ces nouvelles questions d'intelligence artificielle, c'est une question majeure. Alors pour l'instant, dans le domaine médical, chez les patients que je viens de décrire, par exemple, tout est perpétuellement et avant toute analyse, et même au niveau du stockage, tout est anonymisé. Toutes les données sont anonymisées, c'est-à-dire que les patients avec lesquels je travaille, alors, les données des patients avec lesquels je travaille sont enregistrées informatiquement avec des codes et personne n'a accès à leur identité. C'est-à-dire que même si je partageais leurs données, par exemple cérébrales, ouvertement, eh bien, personne ne pourrait remonter à l'origine de ces données et à la personne. Bien sûr, de toute façon, je ne le fais pas et on ne le fait pas, puisqu'on garde ces données sur des disques durs cryptés, etc., au sein du laboratoire. Mais dans tous les cas, l'anonymisation est vraiment très importante. Et effectivement, on pourrait se dire que même si les données sont anonymisées, on peut considérer l'enregistrement de toutes ces données comme liberticide en quelque sorte. Et il y a aussi des questions éthiques à poser de ce côté-là et qui le sont déjà en réalité. Ces questions, elles sont déjà posées et il y a énormément de réglementations qui existent. Et même avant même de réaliser un protocole de recherche, en réalité, on doit répondre à des critères éthiques et l'anonymisation des données et le fait que les données sont supprimées à chaque fois, en tout cas celles qui ne sont pas nécessaires, surtout s'il y a des vidéos, etc., eh bien, c'est une question qui est très importante, qui est majeure d'ailleurs. Et si les comités d'éthique estiment que ces critères d'anonymisation, etc., ne sont pas respectés, eh bien l'étude ne peut même pas avoir lieu, en tout cas en réalité. Mais en réalité, il faut y penser, c'est très très important. J'espère que j'ai répondu de manière assez précise. Oui, c'est un vertige d'imaginer le nombre de données que l'on peut croiser sur un groupe d'individus. Oui, c'est assez énorme. On peut enregistrer tout un tas d'informations tout le temps, et c'est ce qui est fait d'ailleurs avec les réseaux sociaux, etc. Donc dans la recherche, on a effectivement ces comités d'éthique qui interviennent, mais au niveau des réseaux sociaux, etc., des entreprises privées,
eh bien, des fois, et en fonction des pays, et les questions se posent. Hein. D'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas si longtemps avec l'histoire de Cambridge Analytica, qui avait fait un gros boom, et d'ailleurs, affaire suite à laquelle de nombreux changements ont eu lieu au niveau de la réglementation, etc. Alors, quel type de gant est utilisé pour l'étude numéro 3 ? Donc là, j'utilisais, dans l'étude numéro 3, ok, donc c'est celle-là, j'utilisais TensorFlow avec Keras. Plus précisément, alors j'ai plus les détails en tête puisque j'ai testé de nombreux algorithmes différents. J'ai utilisé un réseau convolutionnel, j'ai utilisé du LSTM avec plusieurs paramétrages en termes de loss function ou autre. Donc j'ai vraiment testé beaucoup de choses et je ne sais plus quels sont exactement les derniers paramètres sur lesquels je me suis arrêté. Mais si c'est une question qui vous intéresse et que vous voulez avoir des détails à propos de ça, je ne sais plus qui me posait ça, Claude Chatignon, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail et je pourrais vous donner tous les détails précisément des algorithmes que j'ai utilisés, puisque j'en ai utilisé tellement nombreux que j'ai plus tous les détails en tête, en tout cas pour l'instant. Responsabilité juridique en cas de problème. Donc là, je crois que ça fait référence à quelque chose, mais je n'arrive pas à remonter à la source. Alors, il me semble que sur le Facebook, j'ai traité les questions. Dites-moi si vous avez autre chose, ou si j'ai manqué une question peut-être, parce que c'est possible, mais il me semble y avoir répondu. Partage d'écran, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer un paramétrage. Ok. Si oui, vous recevrez, nanana. Ok. Donc, j'essaie de consulter le chat de comment ça s'appelle, de Zoom. Mais je ne sais plus comment on fait. Notification de système, tous les fichiers, ou... Comment on fait? Récent. Je sais que vous m'avez écrit, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit sur Zoom, mais j'arrive pas à consulter. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un message sur Zoom? Parce que je crois que j'ai une fenêtre qui s'affiche et qui va m'ouvrir le chat, si jamais quelqu'un peut de Zoom peut envoyer un message, je le verrai. En tout cas, voilà, hein, merci d'avoir suivi la conversation. S'il y en a qui veulent partir, n'hésitez pas à converser. Ah voilà, là je vois les questions. Ok. Le bon, quelle est la classification de Mandy? Mandy Nesset. Quelle est la classification des algos d'apprentissage selon que l'humain intervient plus ou moins et quel type vous utilisez? Alors, quelle est la classification des algos d'apprentissage? Ah oui, il y a les algorithmes d'apprentissage automatique qu'on appelle supervisés. C'est-à-dire que dans ce type d'algorithme d'apprentissage automatique, il faut, avant de donner les informations à l'algorithme, eh bien, il faut les labelliser. C'est ce qui a été fait dans les algorithmes que j'ai présentés ici. C'était du supervisé. C'est-à-dire que sur la base d'informations labellisées, l'algorithme va apprendre des règles. Mais en réalité, il existe des algorithmes qu'on appelle non supervisés et sur lesquels l'humain n'a pas à intervenir du tout et l'algorithme apprend des choses tout seul. Il apprend des patterns qui se répètent, par exemple. Et ça aussi, c'est un type d'algorithme qui voit son utilisation croître de plus en plus et qui va pouvoir utilisé dans tout un tas de domaines, et en particulier, alors là, j'ai pas d'exemple pratique en tête. Mais on pourrait, par exemple, en fait, on essaie de reproduire un petit peu, en quelque sorte, le système visuel humain, des fois, avec ces systèmes. C'est-à-dire qu'on a une caméra qui est reliée à un algorithme de deep learning, et on va la soumettre à un grand nombre de stimuli qui comportent les mêmes caractéristiques. Par exemple, à un grand nombre de visages. Eh bien, au bout d'un certain nombre de présentations, la caméra va être capable de reconnaître des visages. Alors qu'on ne lui a jamais appris, on ne lui a jamais dit ce qu'était un visage, on ne lui a jamais dit même quoi que ce soit, on lui a juste présenté plein de fois des visages, et comme elle a vu des choses qui se répétaient, 2 yeux, un nez, une bouche, etc., eh bien elle a appris ce pattern
Ce qui fait qu'elle va être capable ensuite d'appliquer son apprentissage, par exemple, à la reconnaissance de visage dans ce cas-là, ou d'autres choses. Donc voilà, en gros, pour résumer la réponse à la question, il y a deux types d'algorithmes, en tout cas tels que je le catégoriserai aujourd'hui. Les algorithmes d'apprentissage supervisés, où on labellise les données et on apprend à l'algorithme quelque chose en rapport avec ce que l'on recherche sur la base de labels. Et les algorithmes d'apprentissage non supervisés, qui n'ont pas besoin de présence de l'être humain qu'on lui donne des labels ou quoi que ce soit. Ils apprennent des choses vraiment tout seuls sur la base de répétition. Et ça, c'est grandiose aussi. Voilà, voilà. Donc, très bien. Il me semble avoir répondu à peu près à tout. Je pense pas avoir oublié tes questions. Donc, eh bien, je crois qu'on écrit sur Facebook, mais voilà. Merci beaucoup. Ah oui, parce que des fois, je vois pas. Autre question. C'est vous dans une conférence, il y a Sandra, d'accord. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir suivi cette conférence. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop soporifique. Et peut-être à une prochaine. Voilà, pour ceux qui sont sur Toulouse, hein, on aura peut-être l'occasion de se revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je crois que j'avais mis mon mail au début de la présentation, sinon vous le retrouverez facilement sur Google. Alors, il y a juste une question de Gus qui arrive, pour s'il y en a qui restent encore. De ce que je comprends, l'IA est un outil de sélection de données, de compilation de données, qui doit faciliter et rendre le travail des chercheurs et des médecins plus rapide. Les questions éthiques arrivent-elles à suivre au niveau national comme au niveau international le même rythme? Alors, oui, ça revient, en tout cas, c'est un petit peu lié à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en France, quand même, et surtout dans le milieu de la recherche, on est vraiment très, très sensible à ces questions d'éthique. Et en permanence, les questions éthiques sont actualisées avec les avancées technologiques, vraiment de manière très performante et de manière très attentive. Donc en France, dans la recherche, en particulier dans la recherche publique, oui, oui, on y fait très attention. Après, à l'international et dans les entreprises privées, eh bien, voilà, là, la question se pose et probablement que les gouvernements ont un rôle à jouer dans les décisions à prendre et dans les règles à appliquer pour tout le monde. Donc je pense que pour l'instant, c'est quand même bien actualisé, mais effectivement, comme c'est un domaine qui est en pleine dynamique, eh bien, il va falloir y penser en permanence et réactualiser. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Voilà, si vous avez d'autres questions, j'arrête de répondre là parce que sinon ça ne finira jamais. Mais merci beaucoup pour y avoir assisté, pour les questions et peut-être à bientôt en présentiel, effectivement. Comme dit Eric, merci à tous et à la prochaine. Alors, arrêtez. Si vous mettez fin, ok.